Bonjour Christophe Darfeuille, alors premièrement, est-ce que vous pouvez présenter votre association? Oui, bonjour. Donc, je suis Christophe Darfeuille, je suis le directeur de l'association Naturama, qui est une association qui existe depuis 18 ans maintenant et qui est spécialisée au sens large en éducation à l'environnement. Pourquoi je dis au sens large? Parce qu'on fait plusieurs choses. Au départ, on était très spécialisé sur l'éducation de la nature, c'est toujours notre spécialité. Mais aujourd'hui, on a diversifié avec des activités qui relèvent aussi bien de la compétence de bureau d'études, c'est-à-dire qu'on fait des diagnostics écologiques, mais aussi sur ce que j'appelle des services écologiques, c'est-à-dire des solutions pour essayer d'améliorer l'environnement et la nature au sein des villes et en zone périurbaine. Je prends pour exemple l'éco-pâturage ou l'installation de ruches pour mesurer les pollutions. Donc c'est nos deux principaux, comment dire, ce sont les deux principales activités aujourd'hui qui apportent vraiment des solutions en termes écologiques, puisque l'éco-pâturage, on est en train d'apporter la preuve qu'il y a une vraie amélioration en termes de biodiversité après le passage des moutons par rapport à une tonte mécanique classique. Et concernant la biosurveillance par l'abeille, là aussi, on est en train d'apporter là aussi une démonstration comme quoi les abeilles sont le meilleur indicateur de qualité de l'air, de l'eau ou des sols, puisqu'une abeille boit, respire et vit comme un être humain. Donc en fait, on est capable d'analyser tout ce qui peut être nocif pour nous en tant qu'êtres humains, mais également pour les êtres vivants sur Terre, à travers l'abeille, dans un rayon de 3 à 8 kilomètres autour de la ruche. D'accord, et donc comme vous disiez, votre première activité c'est surtout de cibler le public afin d'intervenir avec eux, et du coup est-ce que pour vous c'est important de sensibiliser notamment les jeunes? Oui, les jeunes, c'est la base, évidemment, mais pendant de longues années, on a privilégié les jeunes. Aujourd'hui, je dirais que le combat, on le mène sur tous les fronts. On fait évidemment de la sensibilisation aux jeunes dans les écoles, mais on fait aussi beaucoup de formation d'adultes. On se forme tout au long de notre vie. On aura tous, quelles que soient nos générations aujourd'hui, on aura des métiers différents autour de notre carrière. C'est fini d'avoir un seul métier tout au long de sa vie. Et du coup, les gens s'informent soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de formations qu'on propose auprès des entreprises et s'informent sur l'écologie, l'environnement. Donc, ils ont envie de savoir, ils ont envie de connaître. On a suffisamment d'informations, j'allais dire, euh, pas forcément très agréable à entendre sur le bien-être au sens large, c'est-à-dire que aujourd'hui on voit le procès qui a été gagné par un jardinier contre Monsanto. C'est assez révélateur des tendances, c'est-à-dire que les gens font très attention aujourd'hui à leur quotidien, à ce qui les entoure, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils respirent, à ce qu'ils consomment, etc. Donc les gens se forment. Nous on a beaucoup d'adhérents qui viennent à l'association pour se former et pour apprendre à mieux se protéger ou à se défendre même parfois contre les éventuelles agressions environnementales qu'on peut subir. Et justement, quelles informations et quelles actions vous leur dites de mener pour se protéger contre tout ça? Alors, nous, en ce moment, on a une grande campagne avec l'Agence de l'eau, Rhône-Méditerranée Corse, sur justement la formation au programme Zéro Phyto. Le programme Zéro Phyto, il est passé maintenant dans les mœurs, j'allais dire, depuis le 1er janvier 2017, les communes ont l'obligation de ne plus utiliser de produits chimiques, et au 1er janvier 2019, ce seront les particuliers. Donc, il est interdit aujourd'hui, vous le voyez d'ailleurs quand vous allez en jardinerie pour acheter quelques produits chimiques que ce soit, il est interdit d'utiliser des produits chimiques. Ou alors si vous le faites, vous devez le faire avec parcimonie et avec un contrôle très précis sur l'usage qui va en être fait. On ne vend plus les quantités comme ça se faisait autrefois sans aucun contrôle. Donc nous, on montre justement toutes les alternatives qui existent. On explique aux gens qu'on peut très bien jardiner sans forcément se polluer la santé et polluer l'environnement. Tout ce que vous mettez dans le sol, dites-vous bien que tôt ou tard, vous allez le consommer vous-même ou vos voisins. Donc ça tout transite par l'eau et du coup c'est un petit peu stupide d'aller introduire des éléments toxiques dans le sol, soi-disant pour traiter telle ou telle plante. Donc on essaie de trouver le plus possible. On a fait plusieurs compilations maintenant de ce que j'appelle des recettes de jardinier, voire des recettes de grand-mère, sur tout ce qui existe en la matière, pour pouvoir proposer des formations gratuites la plupart du temps sur ce jardinage écologique. D'accord, et outre ce que l'on mange dans l'assiette, on remarque l'extinction de nombreuses espèces, que ce soit végétales et animales. Quelles actions concrètes peut-on faire, nous, en tant que citoyens, pour faire diminuer cette tendance? Alors moi, je vais être malheureusement un peu déceptif. Je dirais que le processus est enclenché. Il est très compliqué aujourd'hui de revenir en arrière. Ce processus, il est la conséquence de notre mode de consommation, de notre façon de vivre au-delà de ce que la planète peut absorber. Il faut tout simplement réduire notre consommation telle qu'on la pratique aujourd'hui, à aller vers des méthodes alternatives, limiter l'utilisation du véhicule, euh, produire localement dès que c'est possible, limiter évidemment la consommation de viande.
qui est très très polluante pour notre planète. Enfin voilà, les solutions on les a toutes en main. Après c'est difficile d'accepter de les appliquer. Voilà, on est malheureusement dans un mode capitaliste, très consumériste, et on a du mal on connaît que ce modèle-là, on a du mal à accepter c'est pas revenir en arrière, hein, c'est simplement avoir d'autres objectifs en ligne de mire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas forcément acquérir ou être possesseur d'un bien. Je prends pour exemple les biens alors pas les biens de consommation courante, mais les biens pour le bricolage. Voilà, je vois souvent l'exemple des gens qui veulent forcément posséder une tronçonneuse, un taille-haie, etc. Et quand vous faites le compte combien de fois ça sert dans l'année, vous vous rendez compte que finalement vous n'en servez pas si souvent que ça. Donc les meilleures formules, c'est de l'autopartage. Il existe aujourd'hui plein de plateformes qui proposent de partager soit des services, soit des biens. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'être en mode coopératif. Ça évite de produire inutilement des déchets que de toute façon on ne sait pas recycler. Oui, tout à fait. Est-ce que vous remarquez que la tendance s'améliore? En ville, oui. En ville, les grandes agglomérations, on est proche de l'agglomération lyonnaise. Et effectivement, on voit tous ces réseaux se mettre en route et ça fonctionne plutôt pas mal. Aujourd'hui, ce qui est plus difficile, c'est un peu malheureusement les laisser pour compte, c'est les zones rurales. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le tri sélectif en zone rurale. Honnêtement, c'est compliqué à mettre en route pour des raisons de coût, tout simplement. Donc c'est là encore laisser à tout un chacun de faire le tri par soi-même. Je vois l'exemple du verre. Je suis le premier concerné, hein, j'habite dans une rurale. Bon, pour trier le verre, je suis obligé de faire plusieurs kilomètres. Donc je programme ça sur mon trajet de retour le soir ou le matin, de manière à déposer le verre. Et en aucun cas, je mettrai ça dans la poubelle grise qui va être incinérée. C'est complètement ridicule aujourd'hui de ne pas recycler le verre. C'est une des matières qui se recycle le mieux. Et l'État n'arrive pas à mettre plus de conteneurs de tri dans les zones rurales? Alors, je pense qu'il faut oublier l'idée tout le temps de l'État tel qu'on l'imagine et qu'on l'a toujours connu, qui va subvenir à tous nos besoins et à toutes nos attentes. Aujourd'hui, il faut se reporter qu'à nous-mêmes et s'en tenir qu'à nous-mêmes pour faire changer le monde dans lequel on vit. C'est pas l'État qui va venir mettre des plateformes. La solution, c'est l'exemple que j'ai donné, c'est-à-dire voilà, organiser dans son trajet quotidien pour aller au travail, d'organiser un petit crochet pour aller au centre de tri ou éventuellement sur une borne de recyclage. Mais c'est pas l'État n'a plus d'argent ou en tout cas n'a plus les moyens de ses prétentions entre guillemets. C'est-à-dire que c'est compliqué et je pense que la solution viendra malheureusement du peuple ou heureusement du peuple, je ne sais pas comment il faut dire. D'accord. Eh bien, merci Christophe Darfeuille d'avoir été notre invité aujourd'hui dans l'Hebdo Matin et d'avoir répondu à mes questions. Merci Romain, au revoir.